Serge Dehoer, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et sexologue et il vous trouve intéressant de rencontrer les couples lorsqu'une difficulté sexuelle se présente, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Pour quelles raisons souhaitez-vous rencontrer les couples? Effectivement, il peut être intéressant de rencontrer les couples, ne fût-ce que pour analyser le contexte conjugal dans lequel se présente la difficulté. De voir si le contexte conjugal est apaisé ou s'il est plutôt détérioré, auquel cas il peut être inutile d'entreprendre un travail individuellement. Et puis c'est Sacha Guitry qui disait que le couple était le lieu idéal pour résoudre les problèmes que l'on n'aurait jamais eus si l'on vivait seul. Il existe tout d'abord dans le couple ce qu'on appelle un paradoxe de l'échec. C'est le fait que la majorité des couples souhaitent vivre ensemble sur le long terme, de manière épanouie, mais ils n'y arrivent pas. Donc en fait, cet échec est sans doute dû à l'écart qui existe entre ce que les couples souhaitent et ce qu'ils mettent en place dans la réalité pour y parvenir. Donc on souhaite vivre un couple heureux et longtemps, mais visiblement on ne met pas toujours les efforts nécessaires pour y arriver. On pense que ça se fait naturellement. Alors c'est un psychologue, José Manuel Rey, en 2010, qui a établi un modèle intéressant du couple. C'est un modèle thermodynamique qui dit que une relation se détériore si plus aucune énergie ne l'alimente. Et par énergie, on entend ici les efforts fournis par les partenaires. Et ce psychologue nous indique trois sources de rupture possibles du couple. La première source de rupture, ce serait le fait qu'il peut y avoir un écart trop important d'énergie fournie entre les partenaires. Lorsqu'un des deux partenaires apporte plus d'efforts au couple que l'autre. La deuxième source de rupture, ce serait dans cette situation que le partenaire qui fournit davantage d'efforts ne se voit pas reconnu dans ses efforts. Et la troisième source de rupture, ce serait que lorsque cette situation se présente, on n'en parle pas. On fait comme s'il ne se passait rien et finalement on évite la difficulté. Donc pour résumer, les trois sources de rupture seraient premièrement un écart trop important d'énergie fournie entre les deux partenaires, deuxièmement la non-reconnaissance des efforts de l'autre et troisièmement l'évitement du conflit. On dirait à vous entendre que former un couple est une mission très délicate. Oui, ça reste très certainement une grande aventure, une belle aventure, mais délicate en effet, au regard de l'image du couple que nous renvoient les médias. Quand on lit ce que l'on lit dans les magazines au sujet du couple, ce que nous renvoie le cinéma, les films romantiques, ou encore le fameux mythe du prince charmant, où prince et princesse se rencontrent et vivent heureux le restant de leur jour. Donc il existe une série de mythes autour du couple, et c'est Russ Harris dans son livre L'amour engagé, que je vous invite vraiment à lire, qui décrit un certain nombre de ces mythes. Il en décrit 4 et je vais vous les énoncer succinctement. Donc le premier, c'est le partenaire idéal. Donc selon ce mythe, il existerait quelque part la femme idéale ou l'homme idéal qui nous attend. Donc le partenaire de nos rêves est là, il tue le temps en attendant que son grand amour se présente. Alors ça peut faire sourire, expliquer comme cela, mais c'est Philippe Renaud en 2013, grâce à l'Observatoire du couple, qui a mené une enquête au sujet de ce mythe, et il a pu montrer que ce mythe était encore bien présent dans l'imaginaire. Pour ce qui concerne les femmes, il a relevé que 46% des femmes avaient cru un jour au prince charmant et que 24% y croyaient encore. Et chez les hommes, il en est 60% qui croient, qui sont persuadés que les femmes croient encore au prince charmant. Donc nous sommes en 2015, à l'heure des sites de rencontres sur Internet, de l'égalité entre les sexes, et ce fameux mythe du prince charmant nourrit toujours notre imaginaire. En réalité, il n'existe pas de partenaire parfait, comme il n'existe pas de couple parfait. Mais est-ce vraiment difficile de renoncer à cette idée? Est-ce vraiment difficile d'arrêter de comparer notre partenaire à celui qu'on aurait dû avoir, celui qui est parfait?
Est-ce vraiment difficile de ne plus s'attarder aux défauts ou aux imperfections de notre partenaire? Est-ce vraiment difficile d'arrêter de penser que la vie serait bien meilleure si seulement l'autre pouvait changer? Eh bien oui, c'est apparemment fort difficile et fort compliqué pour la plupart des êtres humains, mais difficile ne veut pas dire impossible et on peut changer, on peut évoluer. Donc moi je vous propose de réfléchir honnêtement aux croyances que vous avez intériorisées au sujet du comportement que devrait avoir votre partenaire, de vous interroger, de réfléchir à propos des pensées négatives ou des jugements négatifs que vous avez à son encontre, de réfléchir à l'effet que peuvent avoir ces pensées et ces jugements négatifs sur vous-même et votre couple, et de vous demander si ces pensées aident ou si elles nuisent à votre couple. Alors le deuxième mythe, c'est « tu me complètes ». Alors là, il s'agit vraiment d'une notion tellement peu utile. Si vous accrochez à ce mythe qui sous-entend que vous êtes une personne incomplète, eh bien, vous deviendrez une personne exigeante, dépendante, incapable de vivre seule, ce qui n'est pas vraiment propice pour vivre une relation de couple épanouie. Heureusement, je vous annonce que vous êtes déjà un être complet, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Mais votre cerveau aura sans doute du mal à accepter cette idée. Votre cerveau est de nature assez autocritique, mais nous ne sommes pas obligés de le suivre tout le temps. Avec mes patients, je travaille souvent cette idée et je propose de considérer qu'un sentiment de complétude intérieure est vraiment indépendant de qui que ce soit. Alors le troisième mythe, c'est « l'amour devrait être facile ». Ainsi, l'amour devrait être facile lorsqu'on vit avec une personne depuis un certain temps et que cette personne a des pensées, des sentiments différents, des attentes différentes par rapport à la sexualité, à l'éducation des enfants, à l'argent, à la répartition des tâches ménagères, que cette personne a des goûts différents en matière de cuisine, de loisirs, qu'il a peut-être des notions d'ordre différentes des vôtres, qu'il a des amis ou des parents particuliers, qu'il a de vieilles habitudes et des tics qui vous énervent. Bref, vous aurez compris que l'amour dans ces conditions ne sera pas forcément facile. En réalité, il n'y a pas moyen d'y échapper, il y aura toujours des différences majeures entre vous et votre partenaire. C'est la raison pour laquelle il n'est pas toujours facile de vivre en couple. Ça demande communication, négociation et surtout l'acceptation. Dites-vous que tant que vous voudrez que votre partenaire pense comme vous, tant que vous voudrez qu'il ait les mêmes émotions que vous ou qu'il agisse comme vous risquez de grosses déceptions et de grosses frustrations. Alors la solution que je propose, c'est la solution vraiment magique, c'est l'acceptation. Plus vous parviendrez à accepter vos différences, et moins vous aurez du ressentiment, de la colère ou de la frustration. Bien sûr, l'acceptation ne peut pas aller toute seule. Il faut aussi pouvoir vous engager dans des actions qui améliorent votre vie. Et c'est la base du modèle thérapeutique selon lequel je travaille, qui est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Alors le quatrième mythe, c'est « l'amour devrait être éternel ». J'y faisais allusion tout à l'heure en signalant que la plupart des couples souhaitent vivre une relation épanouie et de longue durée. Mais l'amour peut-il être éternel? Alors généralement quand on parle d'amour, on évoque un état émotionnel. On parle d'un mélange de pensées, d'émotions et de sentiments. Mais définir l'amour ainsi, en termes d'émotions, peut poser un problème parce que par définition, les émotions ne sont pas permanentes, elles ne sont pas éternelles. Un petit peu à la manière des nuages dans le ciel, les émotions, les sentiments vont et viennent, elles apparaissent et elles disparaissent. Donc cette définition de l'amour est problématique si on la prend
au pied de la lettre. Au début d'une relation, les partenaires vivent des sentiments amoureux assez intenses. C'est une phase qu'on appelle la phase de lune de miel, durant laquelle les partenaires sont amoureux fous. Cette phase peut durer de quelques heures à 2-3 ans maximum. Et lorsque cette phase se termine, on peut ressentir un certain vide, car cette phase est effectivement assez agréable à vivre. Et donc, il peut arriver que des personnes mettent fin à leur relation à ce moment-là, lorsque cette phase se termine. Mais quel dommage, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'une relation d'amour vraiment authentique peut débuter. C'est vraiment à ce moment-là que peuvent se développer de nouveaux sentiments. Cette phase de lune de miel est particulière en sens que les amoureux sont comme drogués. C'est comme s'ils prenaient des psychotropes. Et dans ce cadre-là, ben oui, le partenaire est vécu comme fantastique, mais une fois que l'effet de la drogue se dissipe, à ce moment-là, le partenaire est vécu comme il est réellement, ce qui peut évidemment causer un certain choc. Alors, pour éviter ce piège de l'amour éternel, je vous propose une autre définition de l'amour, une définition qui n'est pas basée sur des sentiments, mais l'amour, selon moi, serait plutôt une action, je dirais même plus une décision. Car même en l'absence de sentiments d'amour, on peut toujours faire des gestes d'amour. Je vais prendre l'exemple d'une dispute avec mon épouse. Pour une raison quelconque, nous nous disputons, le ton monte, nous finissons par nous hurler l'un sur l'autre, et nous trouvons comme solution de nous isoler dans une pièce de l'appartement. Maintenant, ceci n'est ni utile ni productif. Ces querelles ne nous rapprochent pas et elles ne résolvent pas nos problèmes. Elles sont une perte de temps et elles minent notre relation. Et très vite, nous nous rendons compte qu'en nous rapprochant, nous nous sentons mieux. Donc très vite, ma femme ou moi, nous faisons généralement le premier pas. Ceci, c'est pour montrer que même en l'absence de sentiments d'amour, on peut toujours faire des actes, faire des gestes d'amour. Et c'est ça qui est vraiment libérateur. Donc pour résumer ces 4 mythes que je viens de vous décrire, il suffirait de rencontrer le partenaire parfait pour se sentir entier et complet, pour vivre amoureusement le restant de ses jours sans faire le moindre effort. Eh bien bonne chance, si vous croyez à cela, je vous prédis bien des déboires. Alors la proposition que je vous fais pour vivre une relation amoureuse épanouie est que vous pouvez agir avec amour, vous pouvez apprécier ce que votre partenaire a à vous offrir, vous pouvez accepter vos différences et mieux vivre vos émotions. Je propose un travail autour de 3 valeurs fondamentales, 3 valeurs qui sont vraiment fondamentales dans le couple, qui sont la connexion, que je pourrais résumer très rapidement par la présence à l'autre, la sollicitude, l'attention à l'autre, et enfin la contribution, comme je le disais tout à l'heure, l'apport d'énergie idéalement réparti entre les 2 partenaires du couple. Alors, ma devise, c'est que le succès vient par l'action. Et finalement, la vie consiste à rater et à recommencer pour rater mieux. Et finalement, en matière de sexualité, la bonne nouvelle, c'est que tout est apprentissage et que l'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours rater certaines choses, mais la fois suivante, apprendre autrement et s'améliorer.